Sama Karaki, tu es docteure en neurosciences et fondatrice du Social Brain Institute. Tu as à cœur la transmission au plus grand nombre des savoirs sur le cerveau. D'ailleurs, tu as produit une saison du podcast de France Culture que j'adore, Votre cerveau, celle sur la créativité. Tu es l'autrice de plusieurs livres, dont le très remarqué Le talent est une fiction, sorti en 2023. Ton dernier ouvrage, L'empathie est politique, est un bijou de pensée critique. Il a beaucoup fait parler de lui dans les médias ces dernières semaines, où tu poses sur l'actualité, notamment les conflits au Proche-Orient, une réflexion unique, mêlant neurobiologie et sociologie, avec une audace que j'admire. C'est ça qui me fascine chez toi, cet entremêlement que tu opères entre les sciences dures et les sciences humaines, un geste qui est à mon sens profondément féministe. Car si on résume, tu réfutes toutes les binarités, y compris celles qui veulent qu'on oppose émotion et raison, une opposition qui a servi de base à toutes les pensées racistes et sexistes. Tu fais preuve d'un grand courage intellectuel et personnel. Je sais que tu as fait face à du cyberharcèlement parce qu'en tant que femme scientifique franco-libanaise défendant une vision politique alternative, tu es une figure hautement subversive dans cette société. Mais ici, on est dans un espace safe. On va prendre le temps avec toi de décortiquer les mécanismes à l'œuvre quand on présente l'empathie comme une solution miracle et les risques qu'entraîne une dépolitisation de cette notion. Merci beaucoup, Sama, d'être ici aujourd'hui. Merci à toi, Lorraine. Ça me fait très plaisir. Comment ça va aujourd'hui, genre, vraiment? Ça va, oui. C'est marrant cette question, on est obligé toujours de répondre par ça va. Je pense que pas trop, en fait. Je suis un peu en perte d'excitation. Après, je considère que c'est aussi acceptable des fois après un an de ce que vivent les personnes qui parlent ma langue et que je vois souffrir avec des images. Je pense qu'il arrive en ce moment dans ma psychologie que je suis saturée et que je n'ai plus, en fait, je suis engourdie. Voilà. Et donc voilà, j'attends que ça revienne ou pas, mais voilà, je dirais. Je sais pas si ça va ou pas, mais C'est intéressant que tu parles de perte d'excitation. oui. Cette excitation, tu la décrirais comme une espèce de moteur qui t'a permis, pendant toute cette année de faire malgré, Oui, et c'est le seul moteur, le désir. L'excitation pour moi, c'est le désir de comprendre quelque chose, de dire quelque chose, et en fait, là, je pense que je tourne un peu par automatisme, mais que je n'ai plus, ce moteur en action en ce moment, et je pense que ça doit être aussi, quelque chose d'acceptable. tu beaucoup fait, tu beaucoup dit. Il y a peut-être aussi une forme de baisse d'énergie, tout simplement. Tu peut-être plus les ressources pour continuer à... Ou f Non, j'ai jamais assez dit ce que j'ai à dire, mais je pense que ce qui m'arrive, je ne le trouve plus intéressant en ce moment, comparé à ce qui arrive à des gens que j'aime. Donc il y a quand même un sentiment de vide, Mmh. et voilà, je dirais que je suis pas très intéressée par ce qui m'arrive en ce moment. Voilà, c'est du coup, en fait, c'est de là aussi que naît le désir, parce on se sent actrice. C'est-à-dire, on se sent vraiment soi-même exister. Voilà, je me réveille, je vais, faire ce podcast, je vais, et en fait, quand on n'est pas très intéressé par ce qui, voilà, je pense que c'est un peu que je décrirais que ce qui m'arrive en ce moment, et je ne trouve pas ça très alarmant, parce que je pense que relativement, ce qui m'arrive est banal, je dirais. Donc il y a une forme de détachement, en fait, par Oui, rapport oui. à d'autres moments où tu as connu, en revanche, ce désir, cette excitation, cette, joie de faire ce que tu fais. Ce désir, voilà, je dirais Mmh. joie, c'est une forme du désir. Il peut être un désir joyeux, comme il peut être un désir colérique, mais c'est un état, entre autres, et d'ailleurs, comme le podcast, il parle de cette question de santé mentale, je suis, très, invitée par mon entourage, à me soigner, et en fait, moi, je trouve que ce sont des états pas très alarmants. Ça veut dire que justement, relativement,
à ce que vivent des personnes, je trouve que voilà, je vois cet état et je l'accepte. Tu prends un peu de recul, en fait, sur toi-même, sur ton état, sur l'émotion que tu traverses? Non. Ça veut Même pas? dire que même pas le même même le enfin non, je me laisse faire les choses, et le recul, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire prendre du recul, c'est aussi un désir de se Mmh. comprendre, de fouiller, de creuser et ça veut dire de porter un intérêt sur son intériorité et je ne l'ai pas en ce Et là, moment. c'est plus un lâcher prise, en fait. Oui, voilà, complètement, J'adore. complètement. Alors tu fais allusion, aux gens qui parlent ta langue, j'imagine que tu parles, en partie, du Liban. Mmh. Toi, tu es franco-libanaise, tu Mmh mh. as vécu là-bas dans ton Mmh. enfance, tu as toute une partie de ta famille qui vit encore là-bas, qui a été directement, Toute touchée, toute la par famille. les bombardements, qui ont eu lieu, qu'Israël, a opérés sur le pays, il y a quelques semaines. Ton livre qui parle d'empathie, qui parle de la façon dont on hiérarchise, les pertes humaines, par exemple, hem, est paru dans ce contexte, d'intensification, des conflits au Proche-Orient, de destruction massive, des vies humaines, en Palestine. Est-ce que ce contexte a rendu plus compliqué, plus périlleuse tes prises de parole médiatiques autour de ton ouvrage? Et les prises de parole médiatiques et privées. Parce que je vis en France et quand on est, soi-même, subjectivement touché, les autres interprètent nos positions comme étant, justement des positions irrationnelles et je devais en fait défendre que ma position, elle peut paraître, comme d'ailleurs le même dilemme entre une science, militante et une science, neutre qui n'existe pas. Mais que défendre la vie humaine, perdue, invisibilisée, dévalorisée, ne s'arrête pas au fait que je sois libanaise ou pas. Et en fait, du coup, j'aurais préféré ne pas l'être, à ce moment-là pour pouvoir défendre cette position d'un endroit dominant, d'un endroit qui se questionne et pas d'un endroit qui est aussi concerné. Mmh. Tu crois que ça a, en quelque sorte, permis à certaines personnes de décrédibiliser, la valeur de ta recherche, de ta réflexion intellectuelle? Je ne sais pas. En tout cas, le livre, il est conçu de sorte à répondre justement en Exactement. étant très rigoureux au niveau des références que j'utilise. Mais dans les échanges, entre des amis qui sont aussi dans la pensée, par rapport à ce sujet, mais qui sont isolés un peu de ces conflits, oui, je sentais des fois que dès que l'argument est créé un malaise, chez l'autre, on renvoie tout de suite à une position qui est émotionnelle et c'est là, d'ailleurs, c'est intéressant quand on va user de cet argument de l'émotion, quand ça nous arrange. Ça veut dire que, quand on va dire: «Oui, mais là, par exemple», si je prends l'exemple, de la riposte israélienne au 7 octobre, on va dire qu'il y a une émotion très profonde dans la population israélienne qui peut, par exemple, justifier, qu'il y ait un désintérêt pour la vie palestinienne. Là, cette fois-là, d'ailleurs, c'est revenu assez souvent, je travaillais dans les débats télévisés, de dire qu'il y a tellement d'émotions en ce moment qu'on ne peut pas, parler de ce sujet. Et dès que l'émotion, elle était portée dans ma parole avec des amis, concernés par ce qui se passe en Israël, il y avait que c'est justement ton émotion, de ce que vivent les personnes qui te, ressemblent. Mmh. Et en fait, c'est là où c'est intéressant comment le camp de la raison tourne, autour de ses intérêts, de ses propres biais. Mmh. Je voudrais quand même qu'on passe, quelques minutes à parler de ton enfance. Donc tu as grandi au Liban, tu es né en 1984, Oui. donc tu as connu vraiment, la guerre civile, au Liban qui s'est arrêtée en 90, je crois. Donc dans ce contexte, question étrange, est-ce que tu étais une enfant qui allait bien? Oui, parce que, j'ai eu une enfance, remplie de jeux libres, parce que les adultes sont occupés par la guerre et donc les enfants jouent naturellement, jouent, librement. On était très nombreux, on vivait avec, beaucoup de cousins et de voisins et je pense qu'il y avait dans cette, je dirais qu'il y avait un avantage pour nous les enfants pendant la guerre, c'est que, on n'était pas très envahis par les adultes
Et C'est joli que tu emploies ce verbe. oui, oui, parce que même quand on veut se préoccuper du monde de l'enfant, des fois, on s'incruste un peu trop. Et donc on circulait, en fait, dans un monde fait de beaucoup de jeux, des jeux qui duraient des mois. C'est-à-dire, on avait vraiment des mois, dans la rue. On pouvait vraiment élaborer des jeux. On pouvait, en fait, manipuler la ville parce que la ville est chaotique. On parle de Donc Beyrouth? je parle de Beyrouth, mais aussi, parce on se réfugiait au village, mais en même temps aussi, il y avait la guerre avec Israël au village, donc il y avait plusieurs formes de guerre. Mais la guerre à Beyrouth, la guerre civile, elle était plus anxiogène pour nous parce que c'était des guerres de milices présents. Donc ça peut être un sniper à tout moment. Donc ma mère, elle va pas bien. En général, la génération de nos parents en tant que Libanais, on rigole entre nous parce que ils ont à peu près les mêmes réactions, très dépitées de la vie. Et je me dis, imaginez en fait avoir des enfants pendant une guerre civile qui dure des années. C'est-à-dire, si on demande à nos mères, maman, tu vas où? En général, nos mères disent en enfer. Voilà, ça c'est c'est le genre de réaction que disent nos mères. Et en fait, c'est partagé, c'est général. Mais je pense que c'est parce que vraiment, nos parents, enfin, ma mère, typiquement, j'ai des souvenirs d'elle où elle prenait en charge de nous porter, de courir avec nous, et nous, dans l'insouciance. Enfin, moi, c'est des souvenirs que j'ai, mais Presque par compensation, peut-être? c'est qu'elle est aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que les enfants étaient dans cette insouciance, cette légèreté, peut-être pour compenser la très forte anxiété des parents que forcément ils devaient ressentir? En tout cas, moi, je suis née pendant la guerre, donc je ne l'ai pas vécu comme un événement. Elle était là. Ouais. Elle était là. Harb, le terme en arabe, c'était comme on dit l'été, l'hiver et la guerre. Et donc, je n'ai pas souvenir de peur avant mes 8 ans. Et avant, il y a pas de peur. La peur, on s'en rappelle. Il n'y avait pas de souvenir de peur. Et elle correspond à un souvenir particulier, cette peur de tes 8 ans? À 8 ans, j'ai assisté à un bombardement de mon village. Et depuis, je pense que moi, je le situe comme étant la fin de l'enfance. Parce qu'après, oui, j'ai perdu la parole pendant un moment et après, j'ai bégayé pendant longtemps. Ah ouais, donc il y a eu 10 un ans. impact Oui, physiologique, en fait. oui, et voilà, mes peurs, elles sont de la guerre, elles sont nées à ce moment-là, ouais. Et est-ce que tes parents, ils t'expliquaient la situation? Est-ce qu'on t'a donné j'allais dire des armes, vraiment mauvais terme, mais en tout cas des outils émotionnels ou même politiques pour comprendre ce qui se passait, ou on était plus dans une protection, un silence? Heu, non, mes parents sont très croyants. Donc il y avait pas une explication parce que je pense qu'ils ne l'avaient pas. Ils ne l'ont pas, toujours pas. Mais il y avait, enfin, mes parents, c'est vraiment une classe très populaire. Ils subissaient les déplacements, ils subissaient les mais par contre, ils étaient très spirituels. Ma mère et 2 de mes tantes sont un peu médiums, donc il y avait beaucoup de spiritualité et un rapport à la mort qui était apaisant parce qu'on a raison. Donc de toute façon, on ira au paradis. Donc il y avait ouais, c'était, que voilà, qu'on mourra dans des conditions où Dieu fera tout pour ne pas qu'on souffre. Et donc en fait, et cette version, elle était très apaisante. Elle était assez apaisante parce que ça justement, ça nous situait moralement, justement pour le sujet de l'empathie, ça nous situait dans un endroit très confortable moralement, en quelque sorte. On est au bon endroit. On est au bon endroit. Et ton mutisme que tu as connu après ce traumatisme, il a été accueilli comment par ta famille? On t'a emmené voir des médecins, des Ah non, non, psychologues? non, on était en plein déplacement et c'est d'ailleurs, longtemps après que ma mère m'a dit que mon bégaiement a commencé après une période de silence et il y a vraiment pas quelques années que j'ai situé, en fait, le début, et qu'il y a eu mais en fait, on était en déplacement et donc les adultes étaient, ouais, nous, on était, voilà, entre les pieds des adultes donc on s'est pas rendu compte, je me suis pas rendu compte, donc non, non, il y a pas eu de prise, de conscience et même quand ma mère me l'a dit, elle l'a dit sans que ça soit un sujet. Au fait. Oui et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de blâme envers elle,
parce que c'est aussi une façon, de vivre le monde. Mmh. Et te voilà, quelques années plus tard, en train d'étudier donc le cerveau, les neurosciences. Tu as commencé tes études à Beyrouth et après tu es venue en France, les terminer. Qu'est-ce que tu rêvais de trouver, ou de comprendre en décidant d'étudier, le fonctionnement, du cerveau humain? En fait, j'ai jamais vraiment rêvé, de faire des études déjà. C'est-à-dire que ça c'est même après mon bac, c'était pas du tout une chose que je voulais faire et je n'ai jamais rêvé de faire de la biologie et encore moins des neurosciences. C'était le seul stage qui est resté, en fait. Quand, c'était un stage magnifique que j'ai fait, avec sur les mémoires des oiseaux et c'était vraiment le seul stage qui restait. Il y avait plus de stages en France, donc j'ai harcelé une femme en Allemagne. Je suis allée à Max Planck, qui s'avère être un très bon institut et Oui. c'est vraiment le titre qui brille sur mon CV. C'est marrant parce C'est très chic, qu'elle voulait tellement ouais. pas de moi, mais j'appelais tous les jours et finalement elle a dit par dépit: «Bah, viens». Donc alors tu étais à la fac, de biologie, au Oui, Liban et tu voulais absolument décrocher ce stage-là, quoi? c'était la première année en France. OK, J'étais en biologie, au Liban, ouais. mais aussi parce qu'il fallait j'étais aux Beaux-Arts et il fallait que pour mes parents, que je sois inscrite en quelque chose de sérieux et donc en fait, je continue en master en génétique et c'était ce stage, que je ne savais même pas ce que c'était les neurosciences. D'ailleurs, personne ne savait. À l'époque, c'était pas une chose, intéressante les neurosciences, en 2006-2005 et c'est ce stage, c'est là où j'ai rencontré en travaillant sur les mémoires, que j'ai trouvé ça d'une poésie incroyable. C'est comme si c'était une histoire d'amour, hein. Enfin, c'était un coup La de foudre. mémoire des oiseaux, Ah rien que bah le oui, titre, ça me fait qu'est-ce qui rêver, fait que moi. les oiseaux reviennent là où ils sont nés? Donc pour moi, c'était tellement beau et je voulais faire ça. Je voulais faire, des études pour revenir à ce sujet en particulier et c'est de fil en aiguille, aussi toujours par des laboratoires qui sont disponibles. Je me prends toujours à la dernière minute. Donc j'ai finalement fait les stages que j'ai faits et qui ont mené, à mon doctorat et puis à mon post-doctorat. D'accord. Alors donc tu as une thèse en neurosciences, presque par accident, c'est un peu ça que tu es en train de m'expliquer? Complètement par accident, Incroyable. oui. Et tu faisais les beaux-arts à l'origine, donc tu avais plutôt une vocation artistique, en fait? Oui. Oui et c'est quelque chose qui est, je suis contente de ne pas en avoir fait un métier parce que je suis pas du tout confortable, avec les artistes. Je il y a on a un langage différent non, avec le métier. Mais j'ai toujours écrit et peut-être que je vais filmer, mais c'est vraiment un médium que je ne veux absolument pas du tout lier à métier. Ça me fait peur de rentrer dans ce monde, d'un grand sentiment d'imposture. Alors qu'avoir une thèse, un doctorat en neurosciences, c'est vrai que ça m'a l'air beaucoup Parce que plus c'était confortable. c'est non, mais en fait, c'est vraiment un autre langage dans Bien sûr, lequel j'étais confortable parce ouais. que j'aimais l'école, j'ai toujours aimé la science aussi. Mmh. Donc c'était vraiment la chose, enfin, je pense qu'il y a pas de mérite quand on est à l'aise dans quelque chose. C'est juste on y va parce qu'on sait faire. À chaque fois que je te lis, je souris parce que moi, je fais des études de sociologie et tu cites énormément de sociologues et en fait, tu es tout le temps en train d'injecter du contexte, en fait, historique et culturel et social dans tout ce qu'on croit comprendre du cerveau humain. Tu dis: «Oui, d'accord, il y a des neurones. Oui, d'accord, il y a des nerfs, il y a des cellules et cetera, mais il y a du contexte, il y a de l'histoire» et finalement, tu es dans une démarche éminemment féministe, où tu démontres que tout point de vue est situé, qu'aucune recherche scientifique est neutre. Ça me fait penser à Sandra Harding, qui est une chercheuse américaine, qui dit ça. Et à chaque fois que je te lis, je me dis, en fait, peut-être que tu aurais aimé être sociologue, non? Oui, 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 j'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé et je suis aussi, beaucoup en manque, beaucoup de lecture et d'études dans ce niveau. Après je me dis: «Ce que je fais de là où viennent mes études, c'est aussi en fait, rendre la biologie sociale, c'est une démarche à part». Donc je n'ai pas c'est pour ça d'ailleurs, que je ne rentre pas trop en fait dans les thèses sociologiques, dans mes livres parce que je ne prétends pas en fait pouvoir faire le tour. Mais par contre, l'inverse d'ailleurs il est fait, c'est-à-dire des sociologues peuvent aussi, prendre comme outil, certaines avancées en sciences génétiques, ou en neurosciences. Donc voilà, c'est-à-dire c'est effleuré, mais oui, je suis fascinée en fait par la sociologie et je suis frustrée de ne pas avoir eu dans ma formation ce regard qui est venu très tard.
C'est d'ailleurs en quittant, la recherche, que j'ai commencé à dire ce que je pensais en silence. Et c'est d'ailleurs peut-être que c'est ça qui est intéressant quand on vient de là où je viens et qu'on fait la biologie et qu'on entend, les thèses en biologie, on mais il y a quelque chose il y a un malaise, il y a une petite anxiété qui disent: «Mais quand même». Mais elle est pas légitime jusqu'à ce que, elle a mûri. Et d'ailleurs, l'arrivée des femmes, par exemple, en sciences, de l'éthologie, enfin de description des comportements, c'est ça qui a fait qu'on a commencé à questionner la notion de mâle alpha ou de parce qu'il y a un regard, en fait. Mmh. C'est-à-dire, il y a le point de vue, mais il y a aussi voilà, c'est toutes les sensibilités accumulées en nous font les questions qu'on va poser scientifiquement, l'interprétation qu'on va en faire, elle va être différente. Donc c'est pas que je suis une scientifique féministe, je suis une scientifique, mais qui regarde à partir de ma condition de femme, qui vient de là où je viens, des classes populaires conservatrices, et qui vit, dans un pays qui a historiquement un rapport très compliqué avec son pays aussi, avec en tout cas le groupe social, de là où je viens, du Liban. Et donc tu poses un regard, à la fois biologique et sociologique dans ton dernier livre sur cette idée d'empathie. Mmh. Et tu commences par un constat, c'est que l'empathie est présentée, ces dernières années dans le monde politique. Alors aux États-Unis, tu cites par exemple Obama, qui en a beaucoup fait usage. On se rappelle de ses larmes qui avaient été, espèce de grand tournant dans le storytelling politique. Mais tu parles aussi de la France, de Gabriel Attal, alors Premier ministre, qui proposait en janvier 23 des cours d'empathie à l'école pour lutter contre le cyberharcèlement. Et puis l'empathie, je dois dire que moi-même, c'est une notion que je mets au cœur de mon travail. Je crois que quand je décris la façon dont j'interviewe les personnes, j'ai souvent employé ce mot «empathie», donc je me suis sentie un peu personnellement attaquée. Est-ce qu'on jette totalement la notion d'empathie à la poubelle, selon toi? Non, on la jette pas. Par contre, on la considère comme une conséquence d'un lien. Ce n'est pas la condition du lien. Ça veut dire que, c'est une décision. Quand tu interviewes avec empathie, c'est une décision que tu prends, c'est une attention. Tu vas moins pouvoir la faire quand tu es fatigué ou quand tu es, parce que justement c'est une énergie, que tu donnes. On peut l'appeler l'écoute, on peut l'appeler te décentrer, vraiment, s'intéresser à l'autre, vraiment la curiosité vraiment de l'autre, que tu le vois à une dignité égale. Moi, je préfère ces termes, en fait, un peu comme l'amour ou l'amitié. C'est-à-dire je vais pas forcer, en fait, je dis: «Je rencontre quelqu'un» et hop, on est amis. C'est la conséquence du lien. C'est la conséquence des actions. Je suis bell hooks, quoi. Je veux dire dans le sens où ce sont des verbes, ce sont des actions, ce sont, un travail, cognitif, d'attention, qui a mes mémoire de travail, on l'appelle mémoire de travail d'ailleurs. C'est où je pose mon regard, où je donne mon attention et je préfère qu'on dise ces choses-là, plutôt que leurs conséquences, qui est parce que je fais ces choses, je vais mieux comprendre ta perspective, en fait et c'est ça l'empathie. Donc ça va venir comme une conséquence. Mais ce n'est pas une habilité, présente, qui est distribuée d'une manière, équivalente à tout le monde et tout le temps. C'est très intéressant parce que tu as employé les termes d'écoute et de curiosité. Mmh. Et j'ai interviewé la psychologue, Carol Gilligan, qui est à l'origine de la pensée du care, et elle remplace très concrètement dans son travail le mot empathie Mmh. par, le mot écoute et Mmh. le mot curiosité. Mmh. Elle emploie exactement les mêmes termes que toi. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, ces politiques en employant ce mot, à toutes les sauces? C'est une façon de nous amadouer, de nous faire croire, qu'ils ont un bon fond, qu'ils veulent que notre bien? Je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais en tout cas, je peux analyser, à travers, le parcours politique, par exemple, de Gabriel Attal, qu'il y a une volonté délibérée de ne pas parler des problèmes de domination au sein des structures de la société française. Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'on s'intéresse peu aux autres ou qu'on les, essentialise, ou qu'on les considère comme un groupe monolithique, mal discipliné, ou inférieur, culturellement ou psychologiquement.
Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je serais à sa place, je dirais: «Je veux pas qu'on évoque ces sujets à l'école». Quand on voit, en fait, la résistance, que nous avons sur, une simple éducation, consentement pour les enfants, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'évoquer les rapports de domination que les adultes peuvent avoir envers les enfants. En fait, les normes sociales sont rigides, on les protège parce que c'est réconfortant quand on est au sein de ces normes, les dominants. Enfin, c'est tout à fait logique aussi. Donc je ne sais pas à quel point c'est une intention peut-être aussi d'utiliser des méthodes qui sont à la mode, dans des pays scandinaves, qui deviennent de plus en plus un peu, comme une forme de tout ce qui se passe, dans les pays scandinaves, c'est un brevet, du rapport que nous devons avoir à la pédagogie. Il se passe pas grand-chose, en fait, dans les pays scandinaves, hein. Il se passe des choses très simples, dans lesquelles il n'y a pas la pression de performance. C'est déjà pas mal, je veux dire. Mais il n'y a pas de pression de performance sociale, pas que juste l'école. C'est toute une culture qui s'est dit, réussir à écraser les autres, ce n'est pas l'ambition qu'on devrait avoir. Bon, bah, tout le monde se porte mieux. Et donc si on fait ça à l'école, ça se passe très bien. Donc on n'est plus en compétition et donc si on n'est pas en compétition, bah, alors on a plus d'énergie, pour écouter. Voilà, donc en fait, voilà, moi je pense que, est-ce qu'il y a une intention, vraiment, complotiste d'éviter les sujets? Je peux l'entendre dans beaucoup de discours politiques. On ne veut pas parler de racisme structurel, qu'on ne veut pas parler de validisme. Dans les écoles, il y a beaucoup d'enjeux à ces niveaux. Il y a beaucoup d'enjeux de formation, il y a beaucoup d'enjeux de moyens, d'accompagnement, de présence de personnel. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on va arriver à surveiller qui se sent invisible, qui se sent inférieur, travailler avec les personnes qui ne sont pas conscientes de leurs privilèges, privilèges physiques, privilèges d'âge ou d'appartenance ethno-raciale. En fait, tout ça, c'est les sujets qui fâchent. Ce sont les sujets qui sont épineux et je ne pense pas que ça se réduit à l'école. Ce sont les sujets aussi qu'on ne veut pas évoquer au sein des entreprises, qu'on ne veut pas évoquer au sein des familles, donc et au sein des couples. Quand on se dire en fait, où tu te situes ou où je me situe et il faut supporter le malaise qui vient suite en fait à la réalisation des différents privilèges que nous avons et c'est ça que j'invite dans le livre à accepter ce malaise, en fait. Ce n'est pas très grave de réaliser que nous sommes situés dans des endroits meilleurs que pour d'autres et que en fait, on doit faire attention parce que cet endroit va nous donner un ascendant de pouvoir. Ce n'est pas si grave. J'aime bien la façon dont tu Oui, le présentes. oui. Oui, on peut accepter tranquillement le fait, oui, Ah tu oui, es dans une bah position oui. de domination, respire un grand coup, c'est OK, en Voilà, je fait. pense que le sujet de la fragilité, tu l'as traité pas mal de fois, mais c'est ça passe, ça Mmh. passe. De toute façon, matériellement, si on est privilégié matériellement, perdre de son privilège, symbolique, ce n'est pas, voilà, on n'est même pas encore à la bataille de perdre de privilèges matériels. Mmh. Donc si je te suis bien, et c'est limpide, en fait, hein, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux de dire: «On va donner des cours d'empathie, à l'école», plutôt que de dire: «On va donner des cours sur le consentement et les discriminations de genre». Évidemment, on voit que ça pose Mmh mh. une levée de bouclier, alors que le harcèlement à l'école est dans 95 Émane, de 99 ces des cas basé discriminations. sur une Oui. discrimination, raciale, validiste ou sexuelle. En t'écoutant, je mets ça en lien avec une expression que tu emploies dans ton livre que j'ai trouvée, extrêmement, juste et que je voudrais que tu développes ici. Est-ce que c'est ça, cette tentative de civiliser, les émotions? En fait, au fond, les gens sont méchants et il faut leur apprendre à avoir un peu plus de hauteur, dans leurs émotions, c'est ça? Voilà, oui, parce que, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui croient vraiment qu'il y a une différence entre les races, qu'il y a une existence déjà de races, humaines et qu'il y a une hiérarchie entre les groupes, biologiques en quelque sorte. Mais il y a une forme de racisme psychoculturel dans lequel on pense qu'il y aurait une forme de civilisation comme en fait, une évolution culturelle. C'est pas une évolution biologique, mais une évolution culturelle dans laquelle certains groupes humains ont atteint un peu le niveau le plus avancé et qui sont dans le devoir, en quelque sorte, d'éclairer un peu les lumières, d'éclairer les autres pour qu'ils puissent venir. Ça, c'est quand
voilà, quand on les rejette pas, on dit en fait on est dans le devoir de les civiliser, de les éduquer. Donc ça c'est un peu une entreprise qui est extrêmement analysée, mais l'argument fallacieux ici c'est de dire mais je ne suis pas raciste, je ne crois pas qu'il y a des groupes humains inférieurs biologiquement, oui, mais je pense que quand on creuse, on trouve même une forme très banale et très de prétention à une supériorité culturelle, morale, et donc civilisationnelle, qui justement, quand on va un peu loin dedans, qui a peur d'être pollué, menacé par le remplacement. Qu'il soit petit ou grand, mais le remplacement par d'autres formes de culture inférieure. Et ça, on le voit aussi dans le rapport que nous avons, par exemple, aux émeutes des jeunes qu'on considère comme étant pas assez éduqués. Donc, quand on voit aussi la Ouais. responsabilité qu'on fait à la cellule familiale. Et donc, ils ne sont pas à la hauteur de ce pays qu'est la France, et donc qu'il faut on a le devoir en fait de les... Et ça c'est aussi d'ailleurs, si je reviens à la même personne qui est Gabriel Attal, qui s'est positionné comme étant quelqu'un qui va éduquer en fait. Ouais. Donc en fait, c'est la même personne qui propose des cours à l'empathie aussi, hein. Ouais. Ouais. Donc tu vois aussi l'incohérence que je ne crois même pas je crois que c'est tout à fait possible que ces deux concepts coexistent dans son cerveau, parce que je ne pense pas qu'il fait le lien. Mmh. Que l'empathie ne peut pas être faite tant qu'on voit les autres comme étant inférieurs. Mmh. Et ce qui est aussi fascinant, et c'est là que ton travail de neuroscientifique prend toute sa pertinence, c'est que tu montres que, par ailleurs, l'empathie, même sur le plan biologique, elle n'a rien de pur. Elle est marquée par ce qu'on appelle le favoritisme endogame, c'est-à-dire que même quand on observe ce qui se passe dans le cerveau humain, en fait, on a plus d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent, qui appartiennent à notre groupe. Même si on a juste échangé avec une personne dans une salle d'attente, ben on se sent plus empathique avec la personne avec laquelle on a échangé. Si on a rigolé avec des gens dans le cinéma, on sent plus d'empathie à la sortie. Oui. Et ça, on peut le démontrer scientifiquement. Tu peux nous expliquer par quel biais ? Alors, la manière avec laquelle on étudie l'empathie, c'est en fait, on compare l'activation de circuits dans le cerveau qui sont activés pour une expérience que je vis, comparé à quand je t'observe la vivre. Donc, en fait, c'est qu'il y a une forme de ce qu'on appelle représentation partagée. Je prends par exemple l'exemple de la souffrance. Donc moi, je me fais piquer le doigt par une aiguille. J'ai une activation de circuits qui servent à m'alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vont déclencher par exemple le geste réflexe et après, le lancement de mécanismes inflammatoires. Voilà, tout ça, c'est des circuits qui s'activent dans mon cerveau, mais c'est parce que ça m'arrive à moi. Et en fait, quand tu le vis toi, je vais miroiter en quelque sorte dans un ensemble de circuits, pas dans les neurones miroirs, mais parce que c'est pas, il faut pas réduire à une zone, hein, mais je vais miroiter pour que ça me permette aussi de comprendre ce que tu vis et donc de te venir à l'aide. Ou aussi d'ailleurs, si jamais tu es en train de vraiment souffrir, de savoir qu'il ne faut pas que je vienne là où tu es, ça se trouve aussi. Oui, Ça pour permet t'alerter aussi... d'un danger aussi. Voilà, c'est aussi pour ça aussi que cette empathie était intéressante pour la survie de notre espèce. Et donc en fait, voilà, c'est en observant le degré d'atténuation, à quel point en fait j'ai une activation partagée, et à quel point elle est atténuée, que je peux comparer le niveau d'intérêt que je porte à ce que tu vis. Voilà. Donc c'est un peu comme des empreintes, et plus l'empreinte elle est forte, et plus je me sens, plus je fais une confusion entre toi et moi. Et c'est assez logique que plus je te connais, et plus je vais avoir une attention, une écoute et un travail que je vais réserver à toi, et de moins en moins aux personnes qui sont loin, jusqu'à ne plus en avoir du tout pour les personnes que je ne vois pas souffrir. Donc pour qui je ne vais pas avoir de l'empathie simplement parce que je ne les vois pas souffrir. Et c'est là aussi où le médium médiatique ou journalistique ou culturel, ou cinématographique ou littéraire nous donne à voir ou à ne pas voir ce que vivent les autres. Pour que je puisse... L'empathie d'ailleurs, c'est un sujet extrêmement exploré en littérature parce que je vis en fait ce que vivent les personnages. Je miroite en fait dans ma propre cognition qui est incarnée dans le monde ce qu'ils vivent, plus il m'est donné des détails.
Voilà, c'est ça qui est très fort aussi, c'est que, pour que je puisse m'identifier à un personnage au cinéma, je vais avoir plus d'empathie quand je vais avoir plus de scènes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, mais qui sont dans l'intime de la personne. Il se lève, il fait son café, il descend les escaliers, tout ça. En fait, là, ça va me permettre de m'identifier parce que je les connais, ces gestes. Et donc ça devient quelqu'un que, voilà, on a une humanité partagée. Et je peux faire ça ou faire l'inverse. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour les soldats. C'est ce qu'on fait pour les soldats américains dans les films sur le Vietnam. On est tellement en empathie avec eux parce qu'on les voit partir, parce qu'ils sont Faire un bisou mignons, à leur parce que bébé. oui, avec la petite photo de son amoureuse, et son collier et finalement il est gentil, il veut pas buter l'autre, tout ça. Donc en fait, finalement, on rentre dans l'intériorité de ces personnages alors que, les soldats, vietnamiens ou même les civils vietnamiens sont toujours présentés comme des ombres. Mmh. Il y a cette phrase qui est au cœur du livre qui me semble être, complètement centrale dans ta pensée. Tu écris: «La limite la plus pernicieuse de cette conception de l'empathie, c'est nous maintenir dans l'illusion que nous pouvons comprendre l'autre». Oui, J'ai trouvé cette phrase, presque provocante. oui, oui, d'ailleurs, je pense qu'arriver à ce constat, c'était quelque chose qui m'est arrivé en écrivant. Parce que au début, l'enjeu du livre, c'était de dire qu'elle est tellement sélective, elle est tellement dépendante des hiérarchies que nous faisons de la vie, des autres. Mais si on ne la fait pas, cette hiérarchie, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir être en empathie avec l'autre? Parce que soit je ne le vois pas comme étant inférieur, soit il est mon semblable. Mais en fait, c'est là encore, je suis toujours exclue de son expérience. Et tant qu'on n'a pas accepté cet inconfort qui vient de cette idée, c'est là, en fait, où on projette nos propres interprétations sur ce qu'il vit, mais aussi sur ce qu'il doit vivre. C'est-à-dire nos solutions à ses problèmes aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui touche d'abord à nos sphères intimes, mais aussi à nos sphères militantes, quand on projette une forme d'émancipation, sur les femmes, alors qu'elles ne sont même pas là pour nous dire qu'est-ce qu'elles en pensent. Quand on interprète à travers d'autres cas ce que vit une personne, alors qu'en fait les expériences sont uniques et singulières. Et être face à ce constat, qui en fait, d'abord il est un peu froid parce qu'on se sent seul finalement. Ouais. Non seulement, je ne suis pas en capacité de comprendre les autres, mais ça veut dire que les autres ne me comprennent pas aussi. Et il y a quelque chose de doux dedans parce que ça nous permet de comprendre pourquoi nos besoins ne sont pas assouvis, nos besoins de soutien, nos besoins d'écoute, nos besoins parce qu'en fait, on n'est pas compris. On est vu à travers ce qu'on projette comme image et on n'est pas vu à travers notre complexité. Et à la fois, donc ça donne cet apaisement, mais aussi une exigence supplémentaire. Ça veut dire qu'il faut que je m'assure toujours que j'ai bien compris et que je me suis bien fait comprendre. Donc bon, ça fait plus de partage en fait au sein des liens, mais ça aussi, ça met une exigence au sein de toutes les formes de lutte, jusqu'aux grands projets politiques dans lesquels on ne sait pas en fait si les solutions que nous proposons aux autres, je parle même pas de civiliser, hein, je veux dire, même d'aider, vraiment d'aider, de sauver, que ces postures sont dominantes aussi. Parce que, on impose à l'autre une voix et on séquestre sa propre voix aussi, qui est, voilà, qui n'est pas invitée à s'exprimer. C'est vertigineux, t'écouter, tu as une façon de faire, des sauts de l'individu, dans son enveloppe corporelle vers, l'humain dans son ensemble qui est assez unique, je trouve. Et on nous apprend que, l'humain est un animal social. Nous sommes programmés pour être en groupe. Nous sommes, voués à disparaître dans la solitude. Très jeune, le bébé, comprend les besoins des autres, imite les autres, se relie aux autres, aide les autres. Et en fait, quand tu nous renvoies à cette solitude, tu es vraiment en train de proposer quelque chose qui est assez révolutionnaire, hein, comme Mmh. vision, de l'humain. Oui et ouais, en fait, je pense que maintenant, parce que je sais pas pourquoi on est arrivé comme ça mais je sens que je suis sans filtre, mais j'ai été très triste en écrivant ce chapitre, vraiment. J'ai été prise d'une vraie tristesse et je me rappelle, l'écrivant, il y avait des amis proches et des personnes proches qui traversaient la cuisine pendant que je l'écrivais
Et en fait, je vivais un peu comme ça, je rentrais en bad trip dans ma tête. Je me disais: «Mais en fait, je suis pas elle, je suis pas lui» et enfin, je ne sais en fait, je ne sais pas comment ils vivent le fait que je suis là depuis ce matin, que je n'ai pas bougé, que en fait, oui, il y a quelque chose, comme une forme de confiance qui se brise et qui est suivie d'une réelle curiosité. Je pense que c'est la dernière phrase, du livre, elle résume ce que je sentais et d'ailleurs je l'ai écrite à Beyrouth. Que c'est à partir de ce moment d'inconfort dans lequel on réalise qu'on est exclu de l'expérience de l'autre que commence une vraie rencontre. Et je pense que depuis août, je sens quelque chose qui est différent dans mon rapport personnel et je suis beaucoup plus irritée par les explications que nous pouvons donner, par exemple, des luttes des femmes, iraniennes, kurdes, afghanes, Mmh. saoudiennes, syriennes, ou des hommes aussi. Et d'ailleurs aussi le fait qu'on ne parle pas des hommes assez aussi, de ces Bien sûr. de ces victimes qui sont rendues moins victimes. En fait, je commence aussi à voir à quel point on est exclu de la vie des autres et à quel point on a une forme d'image métaphorique, symbolique, qui nous rassure et à quel point même dans nos sphères de lutte, nous essentialisons, nous reproduisons en fait des dynamiques de domination. Mmh. D'ailleurs, ça le lien est tout fait avec, le moment où je voulais qu'on parle, de féminisme parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits dans ton livre, où tu rejoins la pensée féministe, et la pensée féministe intersectionnelle, qui est celle que j'essaye de porter, depuis plusieurs années. Tu parles du phénomène de la missing white woman, Oui. par exemple, de la femme blanche, disparue. Est-ce que tu peux expliquer, ce qui se passe dans ces cas-là et ce qu'on observe, Oui. médiatiquement? Alors, c'est quelque chose c'est un forme de phénomène, le syndrome de la femme blanche disparue qui a été décrit d'abord, par la réaction que la police va avoir quand il y a une disparition, d'une femme qui est annoncée et en fait le temps de réaction qu'ils vont avoir avant de considérer que c'est sérieux. Et Lucie Bonnet, qui est chercheuse, a fait sa thèse sur la disparition, d'une influenceuse blanche, je pense en région d'Alaska, en même temps, dans la vraiment même partie du monde et même temps, c'est-à-dire on ne peut pas parler de cette distance, de la disparition de femmes racisées. Et en fait, elle analyse comment, la figure de Petito, cette influenceuse, elle est beaucoup plus appétente en quelque sorte pour le travail journalistique parce qu'elle est, belle, jeune, appartenant à une, classe moyenne supérieure, blanche et que donc, on l'humanise, on parle d'elle, il y a une forme de deuil national qui se fait dans un total silence qui concernait la disparition des femmes, racisées. Donc c'est quelque chose qu'on le savait. Je veux dire, on le savait déjà en Angleterre, il y a toute une affaire aussi de la banalisation et de l'invisibilisation totale de la disparition de prostituées pendant une décennie. Il y avait des travailleuses de sexe qui disparaissaient et on n'en se soucie pas et en fait, voilà, donc en fait, ce sont des cas, moi je l'ai poussé parce qu'on n'a pas à être une femme blanche disparue. Tout ce qui arrive à une femme blanche est perçu comme étant plus, affectivement stimulant, affectivement intéressant, pour être couvert. Ça veut dire que, c'est malheureux, hein, mais même, voilà, dans les rapports, aux discriminations que nous pouvons avoir au travail, que nous pouvons avoir, à l'école aussi, ou même dans les rapports intimes, le seuil de tolérance, que peuvent avoir des personnes qui ont grandi dans un monde, de domination blanche, est naturellement beaucoup plus élevé. Donc ce qui fait qu'on va exprimer une barrière psychologique beaucoup plus aisément. Mmh. Et c'est ça aussi qu'il faut que je me suis mise à questionner au sein des sphères racisées, les choses qu'on accepte. Parce qu'on n'a pas été socialisé à considérer
que ce sont des limites. Mmh. Mais en même temps, là, il y a aussi une gymnastique hyper intéressante qui se produit, c'est-à-dire que les médias occidentaux, qui sont, en fait, il y a une explication sociologique aussi très claire, qui sont faits principalement par des personnes blanches. Donc forcément, l'empathie avec la personne endogame qui appartient au même groupe est plus forte. Donc on va plus mettre l'accent sur la souffrance, la disparition, le féminicide d'une femme blanche. Mais par contre, les femmes racisées qui sont à l'extérieur de nos frontières, d'un seul coup, vont faire l'objet d'une empathie plus grande. Enfin, une espèce de paradoxe, en fait, où on va pas du tout se préoccuper, par exemple, du mal-être des femmes musulmanes qui portent le voile en France. Mais par contre, on va avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour les femmes afghanes et on va renvoyer à la figure... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire, cette espèce de oui, paradoxe, j'essaie de le souligner un oui, peu voilà, oui, maladroitement. mais ça traduit aussi ce qui existe dans les structures les plus profondes de la société et pas que dans le travail journalistique. C'est-à-dire, les journalistes, ils vont aussi reproduire ce qu'ils et elles pensent que leurs lecteurs et lectrices attendent à lire. Et Ouais. donc, en fait, le lien, il devient un peu complexe et ça revient à comment, dans l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire partagé, où est-ce qu'on situe l'importance de la vie et l'importance du Mmh. vécu accordée à une personne d'abord européenne. Et ça, d'ailleurs, ça me renvoie, parce qu'on a commencé à parler du Liban, au Liban. On peut aussi tendre à être tellement dans un complexe d'infériorité identitaire en tant que Libanais par rapport peut-être aux Français, qu'il y a, moi j'ai grandi en observant ça d'ailleurs dans des sphères francophones, qu'il y a une telle fascination pour la France que du moment où il y a une personne française in the room, quoi, c'était comme si le niveau social s'élevait. Mais en fait, moi, j'appartenais pas du tout à ces sphères et je voyais ça avec beaucoup de mépris. Et je me rappelle une fois quelqu'un qui m'avait dit que la solution à mon quartier, ce serait qu'on lise un quotidien écrit en français, en fait. Donc son rêve, que mon quartier lise, parce que ça va nous élever. Et je me rappelle que je ne comprenais pas beaucoup les enjeux, mais je me disais, mais c'est quand même assez incroyable qu'on a tellement intériorisé une forme d'infériorité civilisationnelle qu'on est beaucoup plus intéressé. L'exemple peut-être le plus marquant, c'est la veille des attentats à Paris, le 13 novembre 2015. Le Mmh. 12 novembre 2015, il y a eu un attentat à Beyrouth, dans le quartier où on s'est marié d'ailleurs avec mon ex-mari. Et c'est un endroit qu'on aime beaucoup, qui est très symbolique et qui est mon toit très populaire. Et il a été dépeint comme toujours comme un fief terroriste. Ouais, et en fait, ouais, c'était un marché, il y avait des enfants et des vendeurs. Et en fait, au Liban, beaucoup de Libanais, ils ont mis Pray for Paris le lendemain, ce qui est complètement, bien sûr, légitime et bon, mais où il y avait un désintérêt pour la vie de Libanais, parce qu'appartenant à des classes sociales inférieures et appartenant à un groupe social qui n'est pas vu comme étant assez élevé. Voilà, donc c'est aussi pour dire que on peut aussi intérioriser une forme d'infériorité de la vie et un intérêt à la souffrance vécue. Et ça s'explique aussi par tout ce qu'on consomme comme production culturelle, cinématographique, musicale, qui viennent en fait rendre la vie blanche le modèle ultime et suprême d'une vraie existence. Et là, on arrive tout droit à Judith Butler. Tu parles de ce concept de Butler, de vie non pleurable. Mm. Enfin, moi, c'est un texte, c'est une pensée qui m'a profondément marquée et qui a vraiment changé ma façon de voir le monde. Et j'ai eu l'impression que toi aussi, Mm. à la façon dont t'en parlais dans le livre, j'ai senti que ça t'avait imbibé très fort. Mm. Qu'est-ce qui t'a... Oui, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette idée développée par Butler que certaines vies ne sont pas pleurables ou moins pleurables que d'autres? Alors, Butler, elle analyse beaucoup l'entreprise étatique pour renvoyer toutes les morts afghanes, par exemple, à des morts légitime en quelque sorte, parce que guerre du bien contre le mal et comment en fait il y a eu une volonté délibérée d'effacer toutes ces souffrances, de les invisibiliser et
de rendre le deuil vécu par les familles des soldats américains ou par les victimes de 11 septembre comme étant le seul deuil possible. Et elle déchiffre comment on arrive en fait à rendre une vie pleurable, endeuillable. Et donc en fait, du coup, ça la mort aussi, parce que c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des corps? Et en fait, elle montre qu'on parle d'eux comme membres de famille, comme travailleurs, comme étant aimés, comme ayant aimé des choses. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On les humanise, on permet cette empathie. Alors que les autres sont, les victimes arabes ou afghanes, sont, dépourvues de complexité humaine. Alors ça vient de loin pour moi parce que, il y a quelque chose que j'ai lu, il y a très longtemps sur le fait qui est revenu dans la dernière, guerre, d'Israël, au Liban. C'est que, les gens de ma communauté, quand ils perdent, un enfant, ils ne le pleurent pas parce qu'on n'a pas de sensibilité. Parce qu'on, et ça a été dit aussi au sujet des femmes palestiniennes, que les femmes palestiniennes envoient leurs enfants à la mort. Et que donc en fait, elles ne vivent pas le deuil tel que peuvent le vivre une autre mère. Et donc en fait, quand on pense aux victimes palestiniennes, on les imagine pas, apprendre la mort. On a l'impression que c'est prévisible, on a l'impression que c'est quotidien, on a l'impression que ce n'est pas un sujet aussi, foudroyant. Et qu'en fait, ces enfants n'ont pas de chambre, n'ont pas de photos, n'ont pas tout ce qu'on voit en fait dans la valeur que nous donnons à la vie. Ils n'ont pas de hobby, de rêves, de façon de parler, de blagues à part, de manies. En fait, voilà, ils ne sont pas, ils sont pas des enfants comme nous. Voilà, Ils sont comme désenfantisés, pour reprendre une expression de Fatima Wassak que je oui, trouve très voilà, ils juste, sont désinfantisés. C'est plus intéressant que déshumanisés parce qu'on leur enlève l'innocence qui est d'ailleurs qui est un grand capital empathique en quelque sorte, parce que plus l'autre est innocent et plus on peut lui accorder de l'empathie. Donc voilà, moi je pense que c'est venu répondre, et j'étais très émue de lire son travail. Pendant longtemps, je me suis dit: «C'est trop compliqué pour moi, Butler». Oui, Et c'est pas les textes les plus accessibles du monde, hein. oui, et en fait, j'étais très émue de lire ça parce que ça a donné, une forme de validation à quelque chose que j'observais, et ça m'a permis aussi d'analyser qu'est-ce que ça fait l'innocence au cerveau? Qu'est-ce que ça fait d'être face à une victime, présentée avec son nom, avec son prénom, avec son passé? Qu'est-ce que ça nous fait, en fait? Mmh. L'effet de la victime identifiable, donc voilà, ça fait beaucoup de principes qui partaient de son travail. Mmh. Il y a ce récit que tu fais qui m'a glacée parce que je connaissais pas l'histoire, des centaines de millions de dollars, qui ont été, dépensés pour pouvoir, identifier, l'ADN de chaque, morceau, humain qui a été retrouvé dans les débris, de l'attentat du 11 Oui, oui, septembre. c'est le deuil le plus cher du monde. Voilà, tu dis: «C'est le deuil le plus cher de l'histoire de l'humanité», et j'ai trouvé ça effectivement, très parlant comme exemple. C'est-à-dire Mmh. Mmh. qu'on va déployer une énergie dingue à trouver à qui appartient, Ouais. cette dent, tout en sachant que tous les jours dans la Manche et dans la Méditerranée, il y a des centaines de personnes qui coulent avec leurs enfants, leurs projets, leurs rêves, sans qu'on Mmh. leur accorde même un nom. C'est vrai que ce texte, est fou. Cette notion, développée par Butler est complètement incroyable. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont envie de le lire, il y a cette espèce de condensé qui s'appelle «Qu'est-ce qu'une vie bonne?», Mmh. où elle explique ces notions-là dans des termes très accessibles, que je Mmh. pense que tout le monde, Après, peut lire. c'est juste parce que j'ai pas souvent l'occasion de le préciser Oui. que, je trouve humainement très intéressant qu'on s'intéresse autant à aller chercher le reste, tu vois, de ne pas considérer qu'un bâtiment fait de débris humains peut être débarrassé de la même façon. Donc je considère d'ailleurs, quelque chose qui arrive au Liban aujourd'hui. Il y a des bâtiments, on ne sait pas qui est mort dedans tellement les déflagrations sont très puissantes. Je trouve aussi, que, les quêtes, du peuple israélien, des familles, des otages, les luttes de ces familles, je suis d'ailleurs aussi très connectée, à
à ces demandes parce que je trouve que accorder de l'importance à la vie humaine, c'est ce que nous devons faire, mais aussi être en capacité de ne pas la situer comme étant supérieure dans sa valeur à celle des autres. Donc en fait, ne pas reprocher ce que les pays peuvent entreprendre pour, ou ce que des groupes humains peuvent entreprendre pour accorder de la valeur à leur vie, c'est ce que nous avons fait en tant qu'espèce humaine. C'est qu'on n'a pas considéré que la mort était anodine, mais en fait, de la permettre à tout le monde, en fait. En fait, depuis le début de l'épisode, on parle de un peu comment accepter la mort dans nos vies. C'est ce que tu disais aussi au sujet de ton enfance et de l'éducation religieuse que tu as reçue pendant la guerre. Dans la conclusion de ton livre, tu donnes 4 conseils. Je ne vais pas les donner pour pas spoiler le livre. Si tu veux, je les donne. Mais non, lisez le livre parce que c'est limpide. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur le 3e conseil que tu donnes, qui est d'accepter la culpabilité et la honte, mais aussi la colère, comme des émotions transformatrices. Ce que je trouve extrêmement intéressant. Quel exercice peut nous permettre d'accomplir cette prouesse, d'accepter ces émotions que la société présente généralement comme négatives? Comment on fait concrètement pour accepter la honte, par exemple? En fait, quand on n'a pas pensé qu'elle est mauvaise, on va l'accepter. Ça veut dire que l'enfant, il a aucun problème avec la honte. Je veux dire, c'est un sentiment qui est désagréable, mais c'est parce qu'on lui fait la guerre, un peu parce qu'on considère qu'il faut s'aimer inconditionnellement, et avec cette idée d'associer tout sentiment de malaise que je peux avoir par rapport à mes comportements, c'est que je dois aller résoudre des patterns de haine de soi. Et en fait, on peut être des fois, on peut vraiment des fois faire n'importe quoi et accepter ça et être en accord avec une estime inconditionnelle pour soi, qui est accompagnée par un questionnement parce qu'on a tellement de parts invisibles et tellement de choses que nous ignorons. Et en fait, peut-être que, pareil, arriver à accepter ces sentiments, si on veut aller plus profondément, c'est sortir d'un rapport d'acceptation inconditionnelle de soi. Je veux dire, je suis en train de dire ça à folie douce, je sais pas, mais je veux dire, il faut qu'on arrive à se dire que l'autre, il a quelque chose d'intéressant à m'apprendre aussi. Ça ne touche pas à mon estime de moi, ça c'est à côté, mais je peux avoir une réaction pas très exagérée au fait que quelqu'un me reprend ou me demande de faire les choses autrement. Voilà. Et donc, que ce malaise, l'autre n'en est pas responsable. Et je pense que là, je pense que tu as invité Sarah Schulman. Je l'ai eu dans La Poudre. Dans ouais. La Poudre, Ouais, voilà. ouais. Je sais, c'est Sarah Schulman Le qui... conflit n'est pas une agression. Voilà, qui est que le un conflit livre n'est pas une agression. extraordinaire. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que la phrase, elle a tout dedans, que le conflit dans ce que je peux ressentir et la honte que ça peut générer et la colère, ça ne veut pas dire que je suis nécessairement agressée. Et arriver à faire vraiment, mais c'est délicat comme travail, arriver à savoir quand est-ce que l'autre me provoque pour me nuire, et lorsque l'autre, par ce qu'il vit, par ce qu'il est, vient réveiller une part d'inconfort chez moi, et que ça ne veut pas dire que l'autre m'agresse. Donc très concrètement, ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un nous fait un reproche, nous dit voilà, tu as oublié tu m'as blessé en disant ce terme, etc. On peut dire les hommes qui se sentent menacés, par exemple, par MeToo, je veux dire, mais ils sont même pas, personne ne leur dit quoi que ce soit. C'est juste que ils sont face à des personnes qui leur ressemblent, qui font des choses pas très jolies, et ils sentent un malaise parce que bien sûr, on a envie que le groupe auquel on appartient nous renvoie une image positive de soi. Et je pense qu'il faut juste, enfin voilà, ça deal with it. C'est-à-dire que vraiment, mais... Oui, it's not about you. It's not about you. Je pense que ça, cette fragilité, vraiment, et on le fait en tant que personne relativement valide quand on est quand on arrive à réaliser que nous circulons dans un monde qui est conçu pour nous et que, en fait, voilà, il y a une honte qui peut deux fois nous traverser, et acceptons-la. Enfin, je veux dire, acceptons-la et questionnons qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux laisser la place, où est-ce que je peux me taire. Où est-ce que je peux m'excuser aussi? Et quelles questions il faut que je pose à l'autre. Et aussi peut-être m'excuser si... Voilà, moi, je sais que vraiment sur le plan personnel, avoir appris dans ma vie à dire « Ah pardon, j'ai fait une erreur ».
Mais c'est quelque chose qui m'a tellement amélioré mon bien-être, en fait, et mon quotidien. C'est apaisant. C'est toujours, vraiment, c'est souvent la solution la plus simple, en fait, quand on a fait une erreur, de dire « j'ai fait une erreur ». Plutôt que d'essayer de se débattre pendant 6 mois pour essayer de prouver qu'on n'a pas fait d'erreur ou que c'est l'autre qui a mal compris, etc. etc. Donc, c'est mon petit tip. Tu as pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait que tu as été visée par un violent cyberharcèlement. J'en parlais en introduction. Comment ça a affecté ta santé mentale? Est-ce que tu as réussi à t'en protéger? Je sais que ça peut être très éprouvant. Alors oui, c'était suite à une apparition télévisée et il y a eu un groupe, très réactionnaire sur Twitter qui s'est emparé d'une vidéo. Et au début, c'était commencé par une blague avec des amis qui me disent «la consécration», parce que c'est un groupe, qui est connu pour être, très réactionnaire. Mais en fait, il est suivi par plus que 200 000 personnes, et je commençais à avoir des amis qui m'écrivent en disant: «Soutien, soutien». Je me disais: «Qu'est-ce Ouais, qui c'est se ça, passe?» c'est jamais bon signe. Et donc je vais jeter un coup d'œil et j'arrive pas à finir, notamment avec, en fait, justement, il y a plusieurs commentaires qui étaient très sexuels, très associés au fait, à la guerre à Gaza, avec un sujet qui n'avait rien à voir, hein. On parlait des élections américaines, et vraiment très physique, très physique. Il y avait vraiment apparemment ça, parce que j'ai questionné après des amis qui étaient harcelés par ce même groupe, dont Hanan Karimi qui a aussi subi, des menaces, qui sont très, très touchantes. Et en fait, j'ai ri pendant plusieurs jours, et puis après j'ai commencé dans les états de fatigue, à ne pas du tout être confortable dans les endroits publics, au coucher du soleil. Donc je commençais à avoir des anxiétés, des palpitations, et c'est fini en une crise d'angoisse dans une gare. Il y avait beaucoup de monde, et je me suis dit: «Quelqu'un peut venir et me faire du mal». Et voilà, donc je pense que c'était, et ça aussi, je veux aussi peut-être rappeler, parce qu'en discutant avec Hanan elle-même, je lui ai dit, elle me racontait ce qui lui est arrivé, et en fait, je lui dis: «Ce que j'ai vécu n'est pas de la dangerosité de ce qu'elle a vécu aussi». Donc tu vois, je réalise avec le recul aussi, c'est que c'est important que je situe, la menace sur un curseur. Il y a des personnes qui ont été agressées dans la rue. Il y a des personnes dont les enfants étaient menacés. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup mieux. Je me suis retirée de certains réseaux, sociaux, et c'est passé. Mais en fait, je prends le recul et je me dis: «Ce sujet, doit aussi prendre en compte la vraiment la différence, le curseur de ce que c'est le conflit, de ce que c'est l'agression». Parce que j'ai beaucoup entendu, parler du cyberharcèlement. Des fois de façon qui est superficielle, des fois de façon banale, des fois de façon très, et je me dis que ce que vivent certaines femmes, particulièrement, qui est complètement silencié, complètement, ce qu'a vécu Rima Hassan, par exemple, indépendamment de si on la rejoint politiquement ou pas, mais c'est une femme racisée qui a été menacée de mort, sur tous les réseaux, qui a dénoncé ça plusieurs fois, et que ça n'a jamais été, pris au sérieux, ça n'a jamais été, partagé dans les sphères féministes aussi. Et ça dit long aussi de ce deux poids deux mesures que nous avons. Et moi, je considère que ce que j'ai subi mais c'est vraiment, mais rien du tout devant ce qu'elle a subi. Comme appel vidéo, de Gaza même, on est sur le point de buter quelqu'un si tu réponds pas, donc des choses très, très violentes. Et quand j'ai reçu la vague de soutien, j'ai senti: qu'est-ce que j'ai en plus comme privilège, qui fait que il est en fait, voilà, il est beaucoup plus simple de soutenir, Sama que de soutenir Rima. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a questionnée aussi sur pourquoi on n'a pas d'empathie pour certaines femmes. Pour reprendre le titre de Hanan, les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? Mais aussi les voix pro-palestiniennes, qui subissent beaucoup de harcèlement, ne reçoivent pas assez d'empathie, et ça en dit long aussi sur l'hypocrisie au sein des sphères militantes. Sama, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais
Dans ton précédent livre, tu déconstruisais la notion d'échec et la notion de réussite. Tu parlais de travail, et j'ai l'impression que tu travailles énormément quand même. Oui. Tu as publié 2 livres et produit une saison de podcast en moins de 2 ans. Est-ce que tu trouves le temps de te reposer parfois? Hem, non, pas trop mais par contre, ce n'est pas ni les 2 livres, ni le podcast qui c'est pas mon travail, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est en plus En de plus de du mon Social Brain travail et en Institute fait qui est ton temps plein, quoi. voilà et les cours et les formations et en fait, ce la vie rêvée serait de pouvoir écrire, en fait. Ce serait Mmh. vraiment de pouvoir écrire. Mais après, je ne vais pas prétendre que je ne prends pas beaucoup de plaisir à travailler. Je prends beaucoup de plaisir à travailler. L'appel au repos, c'est aussi, peut-être, une forme enfin, moi, me reposer, ça veut dire ouvrir mon ordinateur et écrire. Ça veut dire que je n'ai rien d'autre Je et te je suis comprends tellement, je suis voilà. pareille. Mais c'est voilà, c'est à quel point on est aussi, singulier dans nos façons de donc voilà, moi, la seule chose que je voudrais, c'est avoir plus le temps pour être avec mon fils, mais il reste beaucoup trop longtemps à l'école. Moi, je trouve aussi que l'école, c'est C'est beaucoup, vrai. beaucoup Il a trop. quel âge? Il a 8 ans. J'aimerais, qu'on ait, plus de temps, j'aimerais que voilà, que mais c'est la vie. J'ai hâte d'être à la retraite le plus tôt possible, mais pas pour arrêter de faire ce que j'aime, mais pour ne plus, être dans le quotidien des injonctions sociales. Mmh. Le plus tôt possible. Avec le recul, quelle est selon toi la meilleure des thérapies? Les autres, je pense que ça a toujours été le cas. Si des fois c'est eux qui nous rendent malades, mais ça a toujours été, depuis l'enfance. C'est ce qu'ils vivent, hein. C'est pas ça veut dire que les autres qui nous soutiennent en nous prenant dans les bras, mais en étant là, en vivant autour de nous, en fait. Je suis vraiment très, 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 très un animal, très, très, je suis réconfortée. Par exemple, le fantasme le plus reposant pour moi, c'est que je suis sur un canapé, je suis en train de m'endormir et il y a des amis autour qui jouent et qui discutent. C'est vraiment c'est pour moi le bonheur et mon fils avec ses copains et voilà, c'est le bonheur. Donc ce n'est pas qu'il soit là pour moi, mais qu'il soit là. Voilà. Parce que j'ai grandi dans ça, j'ai grandi avec beaucoup de personnes. C'est une très, très belle image qui résonne fort avec tout ce qu'on s'est dit pendant Mmh. l'émission. Merci beaucoup, Sama. Merci, merci Lorraine.